Donc mon propos aujourd'hui, dans les 20 minutes qui me sont accordées, consistera à vous donner, je dirais, des éclairages sur l'histoire du vignoble, en insistant plutôt sur les 20e et 21e siècles, même si le 21e siècle vient d'être traité, ce qui me libérera du temps, et j'essaierai d'interagir avec l'intervention du président. Et puis, ensuite, le plus rapidement possible, d'arriver à des formes non pas de conclusion, une troisième partie qui tentera de mettre les éclairages historiques que je vous aurai présentés en relation avec les perspectives stratégiques qui sont les vôtres à l'heure actuelle. Alors, le titre « Entre résilience et ambition » montre bien ma perspective aujourd'hui, c'est de mettre en lumière des tensions. Je pense que l'histoire du vignoble est parsemée de tensions, d'oppositions, de problèmes. Et mon hypothèse, c'est que ces problèmes ont été des problèmes, mais sont aussi la condition sine qua non, compte tenu de la taille du vignoble et de son histoire, pour que le vignoble survive et se développe. Donc on sera un petit peu dans une histoire paradoxale que donc je présenterai en trois parties. Tout d'abord, les problèmes, les défis, les épreuves qu'a dû traverser le vignoble de Cahors, qui en fait une sorte de survivant dans les représentations collectives de l'histoire du vignoble français. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer comment il y a eu des réactions face à ces problèmes et comment ces réactions ont construit non seulement l'histoire, mais la réalité actuelle du vignoble de Cahors. Et donc, dans une troisième partie, j'essaierai de relier tout cela à des préoccupations que je qualifierais de plus contemporaines. Alors, je vais aller assez vite sur les deux premières parties. On pourra revenir éventuellement sur certaines questions. Et puis, on a écrit déjà des choses sur ces questions. On en écrit d'autres. Il y aura un livre à Paris. Alors, tout d'abord, et ce sera la fin de mon introduction, rappelons que le rapport à l'histoire est une donnée forte de l'histoire du vignoble. À Cahors, bon, peut-être dans d'autres vignobles, mais peut-être plus ici, dans cette conscience que plusieurs fois le vignoble a failli disparaître, que plusieurs fois il a survécu, et j'ai été frappé par, dans l'exposé précédent, le nombre d'âges d'or qu'il y a, l'expression d'âge d'or qui revient. Alors, bon, c'est une notion un peu qu'on critique un petit peu en tant qu'historien. En tout cas, il y a une perception de cette histoire qui est forte et qui avait été reprise par Ernest Lafont, par José Bodel au cours de l'histoire même du Cahors. Alors, en tant qu'historien, nous contestons un petit peu ce côté, on a failli disparaître et on recommence, parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît. La notion de renaissance en histoire, la renaissance du XVIe siècle, c'est pas, on reconstruit pas l'Antiquité, on s'enracine dans l'Antiquité pour faire quelque chose de radicalement moderne. Et je crois que l'histoire du vignoble ici entre dans ce schéma. Alors les difficultés, les handicaps, les épreuves, il y en a eu beaucoup. Je vais passer rapidement sur certaines d'entre elles qu'on connaît bien. Bon, tout d'abord, l'enclavement. Alors, c'est un point qui peut peut-être agacer, mais c'est vrai que quand on n'est pas cadurcien et qu'on doit venir à Cahors, ou qu'on soit en France, c'est compliqué, c'est long. Et pour le commerce du vin, ça a été un problème structurel et qui le reste à certains égards. Bon, en remontant dans les périodes les plus anciennes, on sait que Cahors était éloigné de Bordeaux, qu'il y avait des réglementations qui, entre guillemets, protégeaient l'activité de Bordeaux du vin de Cahors, pendant que Bordeaux en profitait aussi pour introduire du vin de Cahors dans ses vins. On connaît toutes ces choses-là, on les a développées. Mais cet enclavement s'est perpétué ensuite, ou cet éloignement s'est perpétué au cours des 19e, 20e siècles, avec une situation, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, j'ai trouvé la carte Cahors et son leadership sur le sud-ouest, mais c'est un leadership qui est pas complètement au cœur des réseaux. Donc lorsqu'on construit le réseau ferroviaire français, vous voyez, ça c'est la carte en 1860, il y a un endroit où le train ne va pas encore. Alors il y arrivera bien sûr, mais on voit bien que Cahors n'est pas situé dans les priorités du développement des réseaux en France. Bon, ensuite, quand ça se développe, bien sûr, ça arrive, mais plutôt sur des lignes secondaires. Et cette carte qui met en relation le temps de déplacement et la localisation en France montre bien que par rapport à d'autres régions, peut-être plus lointaines, la situation de Cahors n'est pas très profitable. Ça, c'est une carte très récente de la SNCF. Et vous voyez que la petite ligne qui part et qui serait censée
arriver jusqu'à Cahors. Alors elle existe, mais elle est dans une couleur qui la rend quasiment imperceptible. Donc là, il y a une réalité physique et géographique. Deuxièmement, on l'a très bien vu dans l'exposé du président, c'est qu'il y a le rapport à la conjoncture, le rapport au prix qui a frappé à plusieurs reprises le 24. C'est-à-dire que la crise la plus récente n'est pas la première crise, il y en a eu d'autres et à chaque fois, il y a eu cette forme de réaction. Alors, on dit on a réagi quand on a touché le fond. Il faut attendre de toucher le fond pour réagir. C'est une vision assez reconstruite. Parce que s'il y a un fond, c'est parce qu'on a réagi. Parce que sinon, le fond, il aurait été encore plus bas. Donc cette relation entre... il faut attendre d'avoir touché le fond pour réagir est toujours une reconstruction d'une certaine manière. Mais on voit ici, par exemple, les problèmes de fluctuation de prix. Je vais passer des archives pour vous montrer les papiers qu'on utilise, mais on n'aura pas le temps de les lire, bien sûr. Dans les années 1960, où il y avait de fortes fluctuations, selon d'ailleurs le statut des exploitations, en vente directe, à la coopérative, etc. C'était pas une histoire tranquille du tout. Et puis cette courbe qu'on a vue tout à l'heure, avec ce trou d'air majeur du milieu des années 2000. Alors, autre épreuve, des épreuves qui sont parfois liées à des décisions qui pouvaient paraître bonnes, mais qui n'ont été malmenées ou qui n'étaient pas les meilleures. Et sans insister, on sait que la décision marketing du carte noire a été une décision qui a eu des conséquences douloureuses dans la longue durée. Il y a eu, ça a été évoqué récemment également, la non-décision par rapport au processus de hiérarchisation qui a ouvert une crise à différents égards et qui là aussi montre que parfois les décisions collectives ne sont pas complètement adaptées aux réalités. Les crises naturelles également. Nous sommes confrontés, on va en parler ce matin, à la crise environnementale qui entraîne déjà des reconversions. Moi, je reviendrai sur des crises plus anciennes. Alors, le phylloxéra, je ne vais pas développer, tout le monde la connaît, mais la grande gelée de 1956, qui, lorsqu'on regarde une ou deux images, peut avoir un côté, je dirais, anecdotique, mais qui a été une crise majeure. Une crise tout à la fois, d'ailleurs, dure et en même temps positive, puisqu'elle a permis de reconsidérer la manière dont on allait planter, ce qu'on allait planter, reconfigurer les exploitations. Donc il y a là une succession de difficultés naturelles, et on voit ici les chiffres entre 744 hectares en 1955 et on est descendu en 1960 à 312 hectares donc sur le VDQS. Donc c'est pas anecdotique, c'est pas des choses... Alors, par rapport à ces crises, par rapport à ces difficultés, par rapport à ces mauvaises décisions, il y a une flexibilité qui me semble être une des marques du vignoble de Cahors, des réactions, des adaptations. Je vais en signaler quelques-unes, là aussi, pour établir que ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est pas pour le banaliser, pas pour dire ça a déjà eu lieu dans l'histoire, donc ce que vous vivez, c'est très tranquille, il n'y a pas de problème, pas du tout, mais pour, disons, donner des points de repère et peut-être relativiser certaines difficultés. Alors, mon premier constat, et ça c'est quelque chose d'autant intuitif qu'analytique, c'est que la communauté des vignerons de Cahors est une communauté tout à la fois soudée et extrêmement dispersée. C'est-à-dire on est sans arrêt dans des formes d'alternance entre on est ensemble et on est les uns contre les autres. Et en prenant cette tension d'un point de vue positif, je dirais qu'on voit à travers cela une multitude d'initiatives. Ce qui m'a frappé aussi avec Léonard Laborie dans les interviews que nous avons faites, dans les documents que nous voyons aux archives, c'est que sur un petit territoire et avec un nombre d'acteurs limité, il y a une créativité pour prendre des initiatives, alors parfois à 2 ou 3, et puis c'est quelque chose qui est assez exceptionnel vu la taille du film. Alors, il y a eu tous les combats autour de qui a le droit de vendre du vin de Cahors. Alors, j'aurais pu faire un exposé uniquement sur les conflits qui ont opposé différentes organisations, syndicats, coopératives, propriétaires, individuels, etc., sur qui a le droit d'utiliser ce terme de vin de Cahors, la ville, pas forcément d'ailleurs en termes d'appellation estampillée, mais simplement la poser sur une bouteille. Donc dès 1930, on trouve des procès, et on va voir comment finalement ce combat autour de ce mot, de ce nom, va entraîner une structuration difficile.
qui est là aussi, hein, c'est pour que Cahors obtienne les différentes labellisations, VDQS, AOC, etc., ça a été à chaque fois, on le voit dans les archives, un combat que je qualifie de technico-politique. On voit des hommes politiques importants, on voit des expertises, le rôle de l'expertise est tout à fait important. Alors, par exemple, à la Libération, la chronologie que j'ai mise ici, c'est une chronologie qui s'arrête sur je dirais, les principales dates, et notamment la création de la CAF coopérative en 1947, qui nous donne une chronologie, je dirais, entre guillemets, tranquille. Il y a la Libération, on se concerte, et puis on crée la CAF coopérative. Seulement, ce que l'on voit, c'est que dès 1944, hein, il y avait une demande de création d'une coopérative agricole des vins de Cahors, qui ne sera pas celle qui aboutira en 1947, avec des organisations. Alors on voit dans ce procès verbal de la réunion constitutive du 14 octobre 1944, donc c'est très tôt, hein, la ville est libérée en août. On voit des noms, on voit M. Baudel-Abel, M. René Baldès, André Caz, Laurent Rigal, on voit c'est des continuités aussi, hein, en termes de famille, et puis bon, bah, tout ça va poser des problèmes, je n'insiste pas, c'est mais un ensemble assez finalement conflictuel. Alors l'un des points qui nous semble, à Léonard Laboré, à moi-même, important, peut-être minimisé dans le regard sur le passé, c'est le fait d'avoir le label VDQS. On insiste beaucoup sur l'AOC, bon, qui évidemment est un cap essentiel, mais le VDQS a été extrêmement structurant parce que d'abord, après le VDQS, il y a eu la Gilet, ce qui fait qu'il y a eu des conflits entre certaines logiques, et ça a permis vraiment je crois, à l'appellation de se structurer, de mettre au jour certains problèmes et de se développer. Et on voit bien ici, hein, c'est des documents statistiques de cette époque, par rapport à la Gilet, la reconstruction, enfin je passe, mais il y a vraiment des chiffres qui sont intéressants. Ensuite, bien sûr, le passage du VDQS à l'AOC, on voit que ça n'a pas été aussi facile que cela pour l'obtenir, bien sûr, mais aussi pour que les exploitants s'adaptent. Il y a eu des problèmes d'étiquette, etc. Alors, autour de ce VDQS, par exemple, à nouveau des conflits, hein, notamment un procès assez long entre le syndicat des vignerons que présidait Abel Baudel et la CAF coopérative, qui a le droit d'utiliser ce nom, et ça a été long, ça a été assez compliqué, on voit ça dans les papiers. Donc bon, quand il y a des tensions, ben, disons que c'est d'une certaine manière business as usual. Et donc ça s'est conclu par la CAF coopérative à bon droit, les vignerons de la CAF coopérative à bon droit peuvent vendre leur vin sous l'appellation d'origine simple, vin de Cahors. Alors, point aussi qui nous intéresse particulièrement, là je ne pourrais pas développer, c'est la manière dont le vignoble a pu, et les vignerons ont pu s'approprier une technicité. Si on regarde la manière dont on menait la vigne, dont on faisait le vin et dont on organisait économiquement une exploitation dans les années 50, c'était, je dirais, assez simple et pas très efficace. Il y a eu là, par des multiples initiatives que je ne développerai pas, une capacité à s'approprier une véritable expertise, avec une capacité aussi, de la part des vignerons, non seulement de s'appuyer sur certains savoirs, mais également de s'adresser à des expertises extérieures et à intégrer des savoirs pour accélérer les évolutions qui n'étaient pas disponibles sur le territoire. Donc la mise à niveau, entre guillemets, mise à niveau, c'est peut-être pas une très bonne expression, mais l'acquisition de ces techniques a été menée de manière résolue. Hein. On voit aussi encore une tension entre la tradition et puis le désir de changer, le désir de s'adapter. Donc la manière dont on mène la vigne, la question du Malbec, etc., les clones, le greffage, on a visité la question du greffage est vraiment une question passionnante sur le plan technique, les sélections, etc. C'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Et à l'heure actuelle, l'évolution vers l'agriculture raisonnée, vers le bio, vers la biodynamie, etc., qui crée des conflits, hein, il y a des perspectives différentes, mais c'est vivant et ça montre une vraie capacité d'évolution qu'on ne peut pas forcément percevoir de prime abord quand on ne connaît pas ces points. Donc tout ça, on le voit dans les archives, je passe. Un autre combat aussi en manière technique qui a été mené, c'est dans les années 60, notamment les droits de plantation.
La question des droits de plantation est un petit peu cachée dans l'histoire du vignoble parce que c'est lié aussi à des problèmes assez personnels, à des stratégies personnelles, mais ce qui nous a intéressé dans cette question des droits de plantation, c'est aussi la manière dont ça a été négocié avec le ministère de l'Agriculture en disant nous allons avoir plus de droits de plantation par rapport aux réglementations parce que nous maîtrisons mieux les techniques, nous n'allons pas plus planter pour faire du mauvais vin, nous allons plus planter pour faire du bon vin parce que maintenant nous sommes capables de le faire. Et donc expertise successive et finalement l'obtention de droits qui était inférieure à ce qui était demandé mais qui satisfaisait assez réellement les exploitants à l'époque. Et puis on dit regardez à Cognac ils ont ça. Donc, il y a vraiment une économie politique au niveau national qui est très intéressante. Alors l'un des points fondamentaux dans l'histoire aussi du vignoble, c'est l'accès au consommateur final. Alors j'enfonce une porte ouverte pour tout spécialiste de marketing ou d'économie commerciale, mais dans un territoire enclavé, avec un rapport au négoce qui est compliqué, avec une évolution récente du négoce qui a entraîné de fortes concentrations, et où pour l'exploitant, je dirais, du vignoble de Cahors, les relations avec le négoce sont, pour rendre les choses simples et pour ne pas m'engager dans des descriptions compliquées, eh bien, cet accès au consommateur final est quelque chose de clé. Alors, il a d'abord été résolu par un développement d'un négoce de taille intermédiaire, dirais-je, et par exemple, les activités de la maison Rathenauer a été quelque chose d'extrêmement important pour le vignoble de Cahors. Alors, il y a eu là aussi, il y a eu des tensions, il y a eu des problèmes, mais ça a été quelque chose de tout à fait important, et j'y reviendrai dans ma conclusion, par un Alsacien. Qui est arrivé dans la région, qui ne connaissait pas, et donc qui a construit quelque chose de tout à fait neuf. On voit ici le stand Rathenauer à la Foire Expo de 1960. Et puis ces étiquettes. Alors on commence à travailler sur les étiquettes. Il va y avoir un programme de numérisation qui va être mis en œuvre. Mais bon, les étiquettes de la maison Rathenauer sont assez amusantes dans la manière de toujours essayer de s'agripper à des opportunités. Je passe assez vite. Le spécial chasse, les vins pour les buffets de gare, le cellier des élus, qui peut toujours... Et puis alors, là aussi, vous voyez, bon, toujours dans cet aller-retour que je fais entre initiative et tension, eh bien, M. Rathenauer agace. Il agace José Bodel. Pourquoi ? Parce que donc c'est... la réponse de Bodel à Rathenauer, vous dites que la relance du vin de Cahors est l'œuvre exclusivement réalisée par le commerce, vous dites que l'élevage du vin appartient au seul négoce, travail qui se situe entre le produit brut, etc. J'ai le regret, mais aussi le devoir de vous exprimer à grande surprise et mon total désaccord. Et ensuite, il démonte les arguments de M. Rathenauer par rapport à ces questions. Autre initiative intéressante dans l'accession au consommateur final, c'est la vente directe. La vente directe a été très structurante pour le vignoble de Cahors. Alors, dès les années 70, avec des initiatives individuelles, le passage du vrac à la mise en bouteille, que je ne développe pas, on analyse bien sûr, mais je vais sur certains points aujourd'hui. Et puis, la création en 1982 de l'organisation sur le lot des vignerons indépendants. L'organisation nationale avait été créée 4 ans plus tôt, donc c'est là aussi une réactivité, alors parfois avec des analyses à l'époque différentes entre les différents acteurs, et on voit qu'à l'heure actuelle, le système des vignerons indépendants, avec tous ces salons, participe d'une certaine prospérité, je crois, du vignoble de Cahors. Et puis, plus récemment, bien sûr, je ne développe pas, on en a parlé, la stratégie autour du Malbec, qui est quand même une rupture très forte, audacieuse, et puis ce qui peut paraître assez, entre guillemets, simple quand ça réussit, était quelque chose d'assez discuté également au départ. Et là, la capacité à avancer malgré la discussion est importante. Alors, je dirais qu'il y a sociologiquement, j'y reviendrai très rapidement dans mes derniers points, une diversité qui crée une sorte d'écosystème résilient du vignoble de Cahors. Pourquoi ? Parce que quand il y a un problème, il y a tellement de cas finalement différents. On parle de biodiversité à l'heure actuelle, qu'au bout du compte, l'individualisme, c'est tout à fait évident de beaucoup de vignerons, est au bout du compte quelque chose qui permet dans certaines situations de résister. Alors je vais le traiter très vite parce qu'il me reste peu de temps à travers les étiquettes. Donc
la référence à l'histoire, la référence au terroir, hein, les années 80, le développement de le château, alors est-ce qu'on doit être château ou pas, et puis alors c'est une certaine forme d'opportunisme dans la commercialisation qui m'amuse à travers les étiquettes. Donc on a ici une cuvée réservée pour le 70e anniversaire du Parti communiste, on a la cuvée Fouquet's, on a la référence à deux pères en fils depuis 3 générations, tradition familiale, prestige français, sur une seule étiquette, c'est quelque chose de... Là, la référence au patrimoine est quelque chose de très intéressant. Et puis alors là, c'est l'actualité, la fête de la rose en 2010, alors le président, madame, et puis, alors bon, monsieur Hamon, donc il est plus dans l'actualité. Aussi, bon, une cuvée Patrick Sébastien, pourquoi pas. Donc, entre les grandes stratégies et puis la capacité à... On voit que, bon... Le président a dit tout à l'heure, là, il y a du linéaire, c'est concret. Bon, on voit qu'il y a des choses très concrètes qui se passent pour... Ici, le salon de la BD, hein, Château Paillasse, qui a... Hein, donc, vous avez tout un ensemble de choses, même le Concorde qui est évoqué, et ainsi de suite. Le sport aussi, hein, des débouchés sur le sport, qui est quelque chose de tout à fait important. Les événements culturels, enfin, tout un ensemble de choses. Alors, dans un dernier temps, on va très vite parce que j'ai pratiquement consommé mon temps, je rappellerai, donc dans une forme de conclusion plutôt que de troisième partie, comment ces éléments constituent un système qui peut porter le vignoble de Cahors vers des développements plus prospères, la montée en gamme, etc., mais qui a aussi sa part de poison d'une certaine manière. Donc, tout d'abord, c'est le rapport à l'espace. Je dirais que le rapport à l'espace, je l'ai traité, c'est la relation entre cette question de l'enclavement et le désenclavement, mais également de manière beaucoup plus forte, la capacité à gérer une diversité territoriale qu'on ressent très fortement à l'heure actuelle entre le Causse, la vallée et les terrasses. On est donc dans un système, je dirais, de coopétition, coopération, compétition entre les acteurs, entre les vignerons, qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui est le moteur. Hein, c'est-à-dire que ça ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette tension permanente entre des gens qui sont en compétition et qui en même temps doivent coopérer, si on va juste sur l'un des deux termes, la dynamique risque de se briser, surtout dans le contexte actuel qu'on appelle le local, hein, entre le global et le local, et qui, je crois, peut très bien convenir au vignoble de Cahors. Deuxième point, c'est une sociologie et des cultures d'entreprise qui se sont construites historiquement et qui sont toujours réelles et qui structurent d'une manière assez forte la vie actuelle du vignoble de Cahors. Diversité des exploitations, de leurs choix, la force de l'attraction du patrimoine, du terroir, la force de l'attachement aussi, ça m'a beaucoup frappé dans les interviews, l'attachement depuis de nombreuses générations au cépage, hein, au Caux, au Malbec. C'est vraiment, bon, on dit en écoutant Jérémy, le Malbec c'est bien, mais nous, notre rôle, c'est de dire, on déconstruire. Et c'est vrai, il y a un attachement extrêmement fort à ça, c'est tout à fait réel. Une créativité organisationnelle et je dirais, une tension entre intégration et distinction, qui est un autre versant de cette... et donc une deuxième tension entre un socle cohérent et concrétisé, et puis une sorte d'effervescence dans les initiatives qu'il faut parfois peut-être un peu mieux structurer. Dernier point, je dirais que, je l'ai évoqué dans mon exposé, la résilience du vignoble est sans oublier à cette diversité. Lorsqu'il y a une difficulté, elle ne va pas affaiblir tout le monde, il y a des réactivités différentes, des adaptations, mais cette, je dirais, flexibilité peut poser problème lorsqu'il s'agit de se projeter vers le futur, se projeter vers l'avenir, parce que là, il faut anticiper, il faut s'organiser, et le passage, on dirait en football, c'est le moment où on convertit hein, de la période de défense au moment où il faut attaquer. Ce passage d'une période à une autre ne répond pas exactement aux mêmes qualités, et parfois cette transition n'est pas évidente à mener. Donc il faudra concilier cette capacité de résister à une capacité de se projeter, et je crois que les initiatives de l'UIVC vont dans ce sens. Donc un dernier mot pour conclure sur le fait que ces tensions qui ont animé
l'histoire du vignoble sont des tensions qui peuvent être destructrices, qui ont été destructrices, qui ont créé des problèmes. Il faut savoir les canaliser et les conserver en les maîtrisant pour, ce qui n'est pas toujours facile, je l'admets, pour en faire des tensions créatrices. Et à cet égard, avec Léonard Laborie, on s'est intéressé plus récemment aux relations entre la ville de Cahors et le vignoble. Et pendant une période de son histoire, la ville de Cahors, comme par exemple la ville de Bordeaux a tourné le dos à son fleuve, eh bien la ville de Cahors a d'une certaine manière tourné le dos à sa vigne. On sait que la vigne était partout au XIXe siècle, il y a eu le phylloxéra, la ville a disparu un peu du paysage quand on regarde autour de Cahors. Et je crois que le retour actuel de la ville dans l'action aux côtés des vignerons, de la présence de la vigne, est quelque chose de tout à fait fondamental pour quelqu'un d'extérieur. Le vin de Cahors, c'est la ville de Cahors, c'est pas très compliqué, hein. Et cette capacité peut-être d'un centre urbain à recréer, à mieux structurer cette image est quelque chose de tout à fait important. Enfin, je dirais, ce sera mon dernier mot, que ces points passent par des questions de communication. La communication, elle a beaucoup évolué en termes de communication externe, l'image de marque. Il me semble, à la lecture de l'histoire et des choses que je vous ai exposées, que la communication interne au sein de l'appellation, entre les différents acteurs qui se connaissent, mais qui me disent « oui, nous, on ne se parle pas trop », cette communication interne est un enjeu majeur. Je pense que ce sera sans doute la prochaine étape et je vous remercie pour votre attention.